Si elle ne se réveille pas, on fait quoi pour les comptes? Entendre son propre fils dire ça alors qu'on est paralysé dans un lit d'hôpital, ça change une mère. J'ai décidé de me réveiller juste pour les déshériter. Je me suis levée plus lentement que d'habitude. Mes genoux grinçaient, mes hanches protestaient. Mais j'avais l'habitude. À 78 ans, on apprend à dialoguer avec la douleur comme avec un vieux voisin dont on n'a jamais vraiment voulu. J'ai traversé le couloir de ma petite maison de banlieue, ce pavillon que mon mari et moi avions acheté à la sueur de son front et de mes heures supplémentaires à la bibliothèque municipale. Le carrelage froid sous mes chaussons, le cliquetis de la cafetière italienne sur le gaz, le pot de confiture de fraises ouvert de la veille. Tout était exactement à sa place, sauf moi. Je me sentais décalée, comme si mon corps avait un demi-seconde de retard sur mes pensées. Mon cœur battait trop fort pour un simple déplacement jusqu'à la cuisine. Une fatigue sourde, lourde, me tirait vers le bas. Je me suis servi un café, j'ai posé la tasse sur la table, j'ai pris une tranche de pain. J'ai voulu couper une fine tartine de baguette, comme toujours, avec un peu de beurre de micelle. Mes doigts ont tremblé autour du couteau. Ça va passer, me suis-je dit. C'est juste l'âge. Mais la pièce s'est mise à tourner, doucement d'abord, puis comme un manège qu'on aurait lancé trop vite. Les contours des meubles se sont floutés, la table s'est éloignée, ou bien était-ce moi qui tombais? J'ai entendu le bruit sec de la tasse qui glisse, heurte le bord de la table, puis éclate sur le carrelage. Le café chaud s'est répandu à côté de mon visage, l'odeur amère et rassurante, soudain décalée par rapport à la panique qui montait en moi. Je me suis sentie partir. Un point noir a grandi au centre de mon champ de vision. Mon cœur battait dans mes oreilles comme un tambour affolé. J'ai essayé de crier, mais ma bouche n'a produit qu'un souffle rauque. La dernière pensée claire qui m'a traversé l'esprit avant que tout ne se dissolve a été ridicule et terriblement simple. Astérisque, j'espère que j'ai bien fermé le gaz. Astérisque. Après, il y a eu des morceaux, des voix, des lumières trop blanches, le claquement d'une civière. « Madame, vous m'entendez ?» Une voix masculine, ferme mais tranquille. Le SAMU. J'ai entendu le mot AVC prononcé quelque part au-dessus de moi, puis le bruit d'une fermeture éclair, des sangles, des roues. J'étais là sans être là, ballottée dans un univers de sirènes et de chiffres. Paris n'était plus qu'un fond sonore, le feu rouge, le klaxon impatient, la ville qui continuait à vivre pendant que mon corps se laissait porter. À l'hôpital, tout est devenu froid, impersonnel, organisé. On m'a branché, piqué, scanné. Des voix se superposaient, des termes techniques que je n'arrivais pas à suivre, IRM, ischémique, monitoring. Puis le silence. Pas le vrai silence, non. Le silence des machines qui prennent la relève. Bip, souffle, bip, souffle. Je me suis réveillée à demi dans une chambre du CHU, dans ce service hybride entre gériatrie et neurologie, où l'odeur de désinfectant se mêle au vieux parfum des vêtements apportés de la maison. Mon corps pesait des tonnes, mes paupières étaient des rideaux de plomb. Mais j'entendais. La première voix que j'ai reconnue, c'était celle de Laura, ma fille, tranchante, pressée, une voix qui ne supporte plus les temps morts depuis longtemps. « Pourquoi on ne m'a pas appelé plus tôt ?» Un soupir fatigué lui a répondu, probablement celui d'une infirmière. « Madame, on vous a appelé dès que votre mère a été stabilisée. » Stabilisée, le mot m'a traversé comme un courant d'air. Pas guéri, pas sauvé, juste stoppé dans ma chute. Les pas de Laura résonnaient près de mon lit. Je l'imaginais, manteau à moitié jeté sur la chaise, sac à main pendu à son épaule, téléphone à la main, déjà prête à repartir. « Elle décline depuis des mois », grommela-t-elle. Elle ne nous dit rien comme d'habitude. C'était faux. Ou plutôt, c'était devenu faux. J'avais cessé de tout dire le jour où j'avais compris que mes confidences devenaient des informations, des données à exploiter, des arguments de plus dans leurs calculs. Des pas plus lourds, un parfum d'après-rasage bon marché. Marc, mon fils. « Ils t'ont dit quoi exactement ?» demanda-t-il. « AVC, répondit Laura. Ils ne savent pas encore l'étendue des dégâts. » Je sentis un mouvement près de mon visage. Marc devait se pencher sur moi. « Maman, si tu m'entends ?» Je l'entendais, mais mon corps refusait de l'avouer. J'étais prisonnière de moi-même, enfermée dans un silence que je n'avais pas choisi. Puis sa voix changea. Elle prit ce ton plus sec, plus pratique, celui qu'il utilisait au téléphone quand il me parlait de dossiers, de crédits, de petits coups de pouce. « Ils t'ont parlé de ces papiers ?» demanda-t-il soudain. Laura souffla, agacée. « Marc, pas maintenant. Je demande juste, ok? On sait très bien que si ça tourne mal, il va falloir s'occuper de la maison, des comptes, de tout ça. » De tout ça? Tout ça, c'était ma vie.
Les machines bipaient tranquillement, comme pour meubler le silence que leurs mots traversaient sans le voir. Une troisième voix entra en scène, plus grave, plus ferme, le médecin. « On va éviter ce genre de discussion dans la chambre, si vous le voulez bien, dit-il. Votre mère peut très bien vous entendre, Laura répliqua sèche. Elle ne bouge pas. Ce n'est pas parce qu'elle ne bouge pas qu'elle n'entend pas, répondit-il. Je l'aimais immédiatement pour cette phrase. Mais déjà leur voix se remettait à glisser vers ce terrain glissant où je n'étais plus une personne, seulement un centre de gravité autour duquel tournaient des mots comme héritage, acte notarié, succession. Quand l'ombre d'un corps s'est penchée vers moi et qu'une main chaude a attrapé la mienne, je l'ai senti, une présence différente. « Bonjour, Madame Martin », murmura une voix douce. « C'est Hélène, votre infirmière. » Je reconnus son timbre. Je l'avais entendue avant de replonger dans le brouillard tout à l'heure, en sortie de salle de scanner. Elle avait ce ton rassurant, presque maternel, sans être intrusif. « On va s'occuper de vous », continua-t-elle. « Vous n'êtes pas seule, d'accord ?» Sa main serra légèrement mes doigts. Je n'ai pas réussi à répondre, mais à l'intérieur, quelque chose en moi s'est détendu. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie prise en charge, sans avoir en contrepartie un reproche, une demande, une facture. Hélène se tourna vers mes enfants. « Je vais vous demander de sortir quelques minutes, dit-elle poliment. Je dois faire quelques soins. »« On peut rester, protesta Marc. »« Non, répondit-elle calmement. Vous pourrez revenir après. Elle a besoin de calme. » Laura souffla, mais elle céda, les talons claquant sur le sol en sortant. Quand la porte se referma, Hélène se pencha vers moi et murmura à mon oreille comme si nous partagions un secret. « Si vous pouvez m'entendre, ne vous inquiétez pas. Le corps met du temps, mais l'esprit reste incroyablement têtu. Tenez bon. » Têtu, oui, ça j'avais toujours su l'être. Je ne savais pas encore à quel point il allait me falloir m'accrocher. Les heures suivantes se confondirent. Il y eut des visites, des départs, des portes qui claquent trop fort pour un service censé être calme. Parfois, je sombrais complètement, aspirée vers un trou noir sans rêve. Parfois, je remontais un peu plus près de la surface, assez pour saisir un bribe de phrase, le ton d'une voix, un soupir. Ce jour-là, la lumière derrière mes paupières était pâle, fin de matinée. J'entendis un froissement de manteau élégant, des talons plus assurés, un parfum légèrement poudré. Adèle, ma sœur aînée. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, « mais qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Déjà la tension montait dans la pièce comme une bouilloire qu'on oublie sur le feu. « Nous ?» s'offusqua Laura, « on n'a rien fait !»« À part crier !» ajouta une autre voix. C'était Hélène. Je pouvais l'imaginer, les bras croisés, ce mélange de douceur et de fermeté qui la caractérisait. « On fait ce qu'on peut !» lança Marc. « Ce n'est pas comme si on avait l'habitude de ce genre de situation. » Adèle poussa un soupir long et fatigué. « Vous avez eu l'habitude d'avoir une mère qui disait rarement non, en revanche, dit-elle, c'est déjà beaucoup. » Je n'ai pas pu m'empêcher de lui donner raison intérieurement. Je la revoyais, elle, Adèle, dans sa petite maison de province, toujours à organiser, planifier, critiquer un peu aussi, mais au moins présente. Elle m'avait souvent reproché de trop céder, de trop aider, de tout donner à mes enfants. Moi, je l'avais traitée de vieille rabat-joie. Elle s'était peut-être contentée d'être lucide. « Tu sais qu'elle t'aimait, » dit Adèle plus doucement, s'adressant à moi comme si j'étais éveillée. « Elle t'aimait d'une patience que je n'ai jamais eue, moi. » Elle prit ma main. Son pouce la caressa machinalement. « Elle a parlé de vous deux, » ajouta-t-elle en se tournant vers Laura et Marc. « La dernière fois qu'on s'est vus. » Le silence se fit immédiatement plus dense. « Et elle a dit quoi ?» demanda Marc, méfiant. « Qu'elle se sentait seule, » répondit Adèle, « excessivement seule, même entourée. » Laura protesta, la voix déjà sur la défensive. « Ce n'est pas vrai, on vient la voir. »« Quand il vous faut quelque chose, oui, » répliqua Adèle. « Un babysitting, un virement, un repas gratuit. » Marc souffla excédé. « Vous exagérez toujours tout. » « Je répète seulement ce qu'elle m'a dit, » coupa Adèle. Elle avait l'impression qu'on lui tendait la main uniquement quand elle pouvait encore donner. Je sentis ma poitrine se serrer. C'était étrange d'entendre ses propres confidences répandues comme ça, alors qu'on est censé être inconsciente. Une partie de moi se sentit trahie, l'autre soulagée qu'au moins quelqu'un les ait entendues. Et puis une quatrième voix se fit entendre, grave, posée, enveloppée d'une politesse un peu poussiéreuse. « Je me permets d'intervenir, » dit maître Brenner en s'éclaircissant la gorge. Je le reconnus immédiatement. Notre notaire, celui qui avait vu défiler toute notre vie de couple, de l'achat de la maison au prêt renégocié, du testament de mon mari au mien.
Ah, vous voilà, lança Marc. On avait justement des questions. Bien sûr qu'ils en avaient. Ils ne l'auraient jamais fait venir juste pour prendre de mes nouvelles. Je vous écoute, dit Brenner, même si, permettez-moi de vous le rappeler, nous sommes dans une chambre de malade, pas dans mon étude. Laura n'en avait cure. C'est vrai que maman a modifié son testament? Le mot tomba comme un coup près. Testament. Oui, répondit Brenner après un temps. Elle l'a modifié il y a 3 mois. 3 mois? Je revis ma main tenant le stylo, le bureau clair de l'étude, le regard grave du notaire. Sans nous prévenir, s'étendit Laura. Elle n'en avait aucune obligation, répondit-il calmement. Marc attaqua sur un autre front. Elle vous a donné des raisons? Un léger silence, puis elle a parlé de solitude, de lassitude et de déception. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. On aurait entendu une seringue tomber. Déception. Le mot s'insinua dans le cœur de mes enfants comme un poison. Je l'avais prononcé, ce mot-là, dans le bureau de Brenner, en tremblant un peu. Il m'avait regardé longuement avant de hausser les épaules. « Vous avez le droit, avait-il dit. Après tout ce que vous avez donné, vous avez le droit d'être déçu. » Dans la chambre, Marc finit par balbutier. « Elle a parlé de nous ?» « Oui, répondit Brenner. Laura a la voix étranglée. « Et alors ?» Elle espérait, dit le notaire doucement, que vous reviendriez un jour vers elle en tant qu'enfant, pas en tant que créancier. Cette phrase les a fauchés. Je l'ai senti. Il y a eu des mouvements brusques, une chaise poussée trop vite, un souffle coupé. Ils ne savaient pas encore que ce n'était qu'un début. Les jours suivants se sont étirés, rythmés par les prises de sang, les visites, les examens. Mon corps oscillait entre présence et absence. Mais ma conscience, elle, restait étonnamment tenace. Je les entendais se relayer, parfois ensemble, parfois séparément. Quand ils étaient seuls, ils laissaient tomber certains masques. Un après-midi, Marc est arrivé le premier. J'ai reconnu le bruit nerveux de ses baskets contre le sol, le cliquetis de ses clés dans sa poche. « Franchement, j'en peux plus, souffla-t-il. Il pensait être seul. Il parlait au vide, ou à lui-même. Tous ces papiers, ces formalités. Et puis, si elle reste comme ça, on fait quoi, nous ? Il stressait, mais ce n'était pas ma souffrance qui l'angoissait le plus, c'était la gestion, l'organisation, l'argent. Plus tard, Laura entra, le rythme de ses talons indiquant déjà son état émotionnel. Agacé. « T'es là, toi, déjà ?» « J'ai posé mon après-midi, grogna Marc. « Moi, j'ai dû annuler une réunion, répondit-elle. Je me fais massacrer au boulot. » Je les écoutais se plaindre de leur charge mentale, de leurs contraintes, sans une seule fois évoquer ce que cela faisait d'être couchée là, dépendante, muette. « Et si elle ne se réveille pas vraiment ?» demanda Marc. « Le médecin a dit qu'elle avait des chances, répondit Laura. « Oui, mais si elle reste, limitée ?» Ce mot-là me heurta comme une gifle. Limitée ? Je ne savais pas si je pleurais vraiment ou seulement dans ma tête. Le soir, quand la lumière tombait sur la scène que l'on devinait au loin, après les visites, c'était Hélène qui restait. Elle parlait doucement, pas pour combler le silence, mais pour me dire « je suis là ». Elle me racontait son trajet ERR, les usagers grognons, la pluie sur le périphérique, les petites misères du service, les blagues de l'interne roue du fond du couloir. Elle me racontait aussi des choses que je n'avais pas entendues depuis longtemps. Votre sœur passe tous les jours. Elle ne reste pas longtemps, mais elle vous touche la main à chaque fois avant de partir. Vos voisins ont laissé une carte à l'accueil. L'ancienne bibliothécaire avec qui vous avez travaillé est venue, hier matin. Elle avait les larmes aux yeux. Personne ne m'avait raconté ça. Ni Laura, ni Marc. Eux ne voyaient plus que l'enveloppe, mon corps, ma maison, mes comptes. Hélène, elle, semblait encore apercevoir la lettre à l'intérieur. Un après-midi, je les ai entendus franchir une ligne invisible. La voix de Marc était plus basse, plus sournoise. « On ne peut pas rester dans le flou comme ça, dit-il. Si elle a vraiment tout changé, on risque de se retrouver avec des surprises. » « Quelle surprise ?» demanda Laura. « Elle peut pas nous déshériter, ce n'est pas l'Amérique ici. » J'aurais ri si j'avais pu. Elle avait raison. En France, le Code civil protège les enfants. On ne raille pas ses descendants d'un trait de plume. Mais on peut jouer avec la quotité disponible, les bonations, les contrats d'assurance vie. On peut distribuer autrement ce qui reste. Et moi, je l'avais fait. Peut-être qu'elle a désigné quelqu'un d'autre pour la maison, insista Marc, ou pour le compte épargne. Qui ? Fit Laura. Elle ne voit presque personne. Un silence. La petite infirmière, là, lâcha-t-il. Je sentis mon cœur accélérer. Hélène ? Oui, elle est toujours là, toujours en train de lui parler. Tu ne trouves pas ça bizarre ?
Je sentis, dans l'air, la naissance d'une méfiance irrationnelle. Tu es parano, répondit Laura, c'est son boulot. On a déjà vu des histoires comme ça, insista Marc. Une vieille dame, une infirmière gentille, un testament qui change. Il laissait sa phrase en suspens, comme pour laisser le cliché finir le travail. S'ils avaient pu entrer dans ma tête, ils m'auraient entendu hurler. Hélène n'avait rien demandé, rien sous-entendu, rien suggéré. J'y avais pensé seule. Le jour où, assise dans ce bureau de notaire, Brenner m'avait demandé « Vous êtes sûr de vouloir modifier autant la répartition ?» Je suis sûre de vouloir récompenser ceux qui étaient là quand je n'avais plus rien à donner, avais-je répondu. Vos enfants? J'avais baissé les yeux. Pas seulement. Et j'avais prononcé le prénom d'Hélène avec la même hésitation que si j'avouais un secret honteux. Ce n'est pas une question d'argent, avait-elle coutume de dire. Justement, c'était pour ça que je tenais à lui en laisser. Quelques jours plus tard, les choses ont pris une tournure plus grave encore. Il devait être en fin de matinée, à en juger par l'activité du couloir. Des chariots passaient, des voix appelaient « infirmière », des téléphones sonnaient. La porte s'est ouverte sur Hélène et sur Brenner ensemble. Rien que ce duo-là suffisait à faire frissonner quelqu'un qui avait quelque chose à se reprocher. Il parlait à voix basse au pied de mon lit quand Marc a déboulé, suivi de près par Laura. « Encore vous, fit-il en direction du notaire, vous passez plus de temps ici que dans votre étude. »« Je suis chargé de la protection des intérêts de votre mère, répondit Brenner. C'est mon travail. »« Et nous sommes ses enfants, répliqua Marc. »« Justement, murmura Hélène. Elle avait rarement pris un ton si froid. Brenner inspira profondément, comme un professeur avant de lancer un cours difficile. « Il y a un autre document dont nous devons parler, dit-il. Votre mère m'a demandé de le préparer en même temps que son testament. » Laura se raidit. « Quel document ?»« Ses défectifs anticipés, répondit Brenner, et la désignation de sa personne de confiance. En France, ce sont des mots lourds, directives anticipées, personne de confiance. Il signifie qu'on a réfléchi à sa fin de vie, à ce que l'on veut ou refuse comme traitement, à qui l'on accorde la responsabilité de choisir à notre place. Je revoyais ma main signer ces pages, la boule dans la gorge, le bourdonnement de la rue des Écoles en bas de la fenêtre. Ce rôle, continua Brenner, revient à décider de son maintien en réanimation, de ses examens, d'un éventuel transfert en EHPAD médicalisé. Il laissa un silence s'installer. « Et alors ?» lança Marc, les nerfs à vif. « C'est l'un de nous deux, j'imagine. »« Non, répondit Brenner, un seul mot, mais l'impact fut immense. »« Comment ça, non ?» protesta Laura. « Votre mère, dit-il avec douceur, a choisi une personne qu'elle jugeait plus à même de respecter ses volontés sans être paralysée par des intérêts personnels. » Je sentis la main d'Hélène trembler légèrement sur mon poignet. Marc la fixait déjà. « Ne me dites pas que... » Brenner acquiesça lentement. « Elle a désigné mademoiselle Hélène Schneider comme personne de confiance. Je crois que même les machines ont bipé différemment à ce moment-là. » Laura porta ses mains à sa bouche. « Ce n'est pas possible, souffla-t-elle. Marc, lui, explosa. « Vous vous foutez de nous? Une infirmière qu'elle connaît depuis 2 semaines aurait plus de poids que ses propres enfants ?» « Ce n'est pas une question de durée, répondit Brenner, mais de qualité de présence. » Hélène, blanche comme les draps, balbutia. « Je ne savais pas, je vous jure que je ne savais pas. » Et c'était vrai, je n'avais jamais eu le courage de lui dire. Marc se tourna vers elle avec un regard que je ne lui connaissais pas, un mélange de rage et de suspicion. « Et vous n'avez jamais rien suggéré, rien demandé ?»« Non, protesta-t-elle, je fais mon travail, c'est tout. » « Votre travail n'inclut pas de vous faire nommer tutrice d'une vieille dame presque inconsciente, cracha-t-il. « Ce n'est pas une tutelle, intervint Brenner, et votre mère n'est pas une vieille dame, c'est ma cliente. Elle était parfaitement lucide quand elle a signé. » Hélène, les yeux brillants, ajouta d'une voix plus ferme qu'elle ne le pensait « Si j'avais voulu profiter d'elle, je serais restée à distance, j'aurais mis un joli sourire, j'aurais parlé de ma situation difficile. » Je n'ai rien fait de tout ça. Je lui ai apporté un oreiller propre et de l'eau fraîche. La vérité était là, nue, évidente. Et pourtant mes enfants ne la voyaient pas, parce qu'ils avaient besoin de croire que quelqu'un d'autre que leur propre comportement était responsable de ce qui arrivait. Brenner referma le dossier. « Je vais être très clair, dit-il, et ce sera la dernière fois. Si vous tentez de contester les décisions médicales d'Hélène, si vous essayez d'obtenir des informations sur le testament par des moyens détournés, ou si vous faites pression sur le personnel, je me verrai obligé de signaler vos agissements. » « À qui ?» ricana Marc.
Au procureur de la République, répondit tranquillement Brenner, et au juge des tutelles si nécessaire. Et je vous signale que le testament contient des clauses suspensives liées à votre comportement pendant l'hospitalisation. Ils se turent. Laura articula avec difficulté. Des clauses ? Votre mère a souhaité, expliqua Brenner, que l'attribution de certaines parts soit conditionnée à votre attitude envers elle et envers ceux qui la prennent en charge. Je revis la phrase qu'il avait rédigée, austère et claire, astérisque. La quotité disponible sera attribuée en priorité à celui ou ceux qui auront fait preuve de bienveillance, d'écoute et de respect à mon égard durant ma fin de vie, selon l'appréciation de mon notaire, de ma personne de confiance et, si je suis en état, de moi-même. « Elle n'a pas le droit de nous tester comme ça !» s'exclama Marc. « Elle a le droit de disposer de ce qui lui appartient », répondit Brenner. « Vous avez votre réserve, le reste n'est pas indu. » À ce moment précis, j'ai compris que la fracture n'était plus seulement matérielle, elle était morale. Mes enfants étaient plus choqués d'apprendre qu'ils pourraient perdre une partie de leur héritage que d'apprendre qu'ils avaient profondément blessé leur mère. Je sentis alors en moi quelque chose changer de forme. Ce n'était plus seulement de la peine, ce n'était plus seulement de la fatigue, c'était une détermination glaciale. S'il voulait savoir ce que j'avais décidé, il l'entendrait, de ma bouche, pas dans un bureau, après mon décès. La nuit est souvent plus longue à l'hôpital qu'ailleurs. On y entend tout, les gémissements des autres chambres, le chariot du veilleur de nuit, les chuchotements au poste de soins, les pas fatigués des infirmières. Ce soir-là, Hélène était restée plus longtemps. Elle s'était assise à côté de moi, pensant peut-être que je dormais. « Je ne sais pas pourquoi elle m'a choisie, murmura-t-elle, presque pour elle-même, mais je promets que je ferai ce qu'il faut. » Elle parlait de moi comme si j'étais une responsabilité et non un poids. Ça changeait tout. Elle ne parlait pas d'argent, ni de maison, ni de notaire. Elle parlait de douleur, de confort, de respect. « Vos enfants sont perdus, continua-t-elle avec douceur. Comme beaucoup. On ne leur apprend pas à vieillir avec leurs parents. On leur apprend à courir, à réussir, à compter, pas à rester assis dans une chambre d'hôpital sans rien gagner en retour. » Sa voix se brisa un peu. « Moi, ma mère est morte seule, dit-elle. Je l'ai su après. Je ne veux pas que ça arrive aux autres. Si j'avais pu pleurer, je l'aurais fait pour elle. » Le lendemain, tout a éclaté. Je ne sais pas si c'était un samedi ou un dimanche, je ne tenais plus le compte. Je savais seulement que l'hôpital avait une allure différente. Plus de visiteurs, plus de parfums, plus de bouquets vite achetés à la boutique en bas. Laura et Marc sont arrivés presque en même temps. Mauvais signe. Ils avaient le visage tendu, les yeux rouges. Je ne savais pas s'ils avaient pleuré ou mal dormi, peut-être les deux. Ils ont commencé par un silence pesant, chacun de leur côté du lit, comme deux avocats de la défense qui se détestent autant qu'ils prétendent défendre la même cause. Puis, ça a explosé. « Tu es content, hein ?» lança Laura, la voix tremblante. « Content de quoi ?» répliqua Marc. « Que maman t'ait autant aidé ces dernières années. Prêts, virements, garanties. Elle t'a plus donné à toi qu'à moi. Alors si elle change le testament, c'est forcément pour rééquilibrer en ta faveur. »« Tu es complètement parano, » répondit-il. « Non, simplement lucide. »« Lucide, tu ne vois même pas que tu l'as épuisé à force de lui demander de garder les filles tous les week-ends, de venir monter tes meubles Ikea, de faire la médiatrice dans ton couple. Au moins, je venais la voir, moi. Pour ça, oui, avec ta liste de services à demander. » Leur voix grimpait, grimpait. Au poste de soins, quelqu'un a dû lever la tête, échanger un regard avec un collègue. Dans les autres chambres, on a dû se dire « encore une famille qui se déchire ». Moi, j'avais l'impression d'étouffer. Mon cœur s'emballait, les machines accéléraient. Les mots « héritage »,« injustice »,« je mérite »,« elle m'avait promis » tournaient autour de moi comme des oiseaux de mauvais augure. La porte s'est ouverte d'un coup. Le médecin est entré, le visage fermé. « Ça suffit maintenant », déclara-t-il. Ils se sont tournés vers lui comme des enfants pris la main dans le pot de confiture. « Docteur, on… » « Non, coupa-t-il, on ne se dispute pas ainsi dans la chambre d'une patiente victime d'AVC. Vous pouvez vous battre pour ces objets plus tard si vous y tenez. Mais ici, c'est pour sa santé que vous êtes censé vous battre. » Le mot « santé » resta suspendu dans l'air, presque exotique au milieu de leurs préoccupations. « Vous croyez qu'elle ne ressent rien ?» continua le médecin. « Ces constantes montent en flèche à chaque fois que vous vous mettez à hurler. » J'avais envie de le remercier lui aussi. Laura baissa la tête. « On est inquiet, balbutia-t-elle. « Alors montrez-le autrement, répondit-il, ou sortez. » Marc serra les dents. « C'est notre mère. »
Et c'est ma patiente, rétorqua calmement le médecin. Le rappel de ce simple fait eut sur eux l'effet d'un seau d'eau froide. Ils se turent, au moins pour un moment. Après leur sortie précipitée, Hélène est entrée à son tour. Elle a posé doucement la main sur mon épaule. « Vous tenez bon », murmura-t-elle. « Ce n'est pas beau à voir ce qu'il montre en ce moment, mais peut-être que ça devait sortir. » Je me suis demandé si elle avait raison, si, pour espérer reconstruire quelque chose, il fallait d'abord tout casser. Le moment où tout a vraiment basculé est arrivé plus tôt que prévu. Mon corps commençait doucement à répondre. Une main qui tremble, une paupière qui tressaute, une sensation plus claire dans la poitrine quand on m'appelait par mon prénom. Je n'étais plus tout à fait enfermée. Il ne s'en rendait pas compte. Ce jour-là, Brenner est revenu, dossier à la main. « J'ai besoin de faire un point avec vous, dit-il à mes enfants. »« Quoi encore ?» maugréa Marc. « Sur les conséquences de vos actes, répondit-il. Il parlait avec cette politesse tranchante dont seuls certains vieux notaires parisiens ont le secret. « Votre mère m'a demandé de tenir compte de ce qui se passerait pendant son hospitalisation, reprit-il. « Vous allez nous punir, c'est ça ?» ironisa Marc. « Je ne punis personne, je constate. » Laura avait la voix plus cassée qu'avant. « On a dérapé, admit-elle. On le sait. »« Est-ce que vous en avez honte ?» demanda Brenner. Un long silence suivit. Enfin, elle murmura « Oui ». Marc ne répondit pas. Brenner s'approcha de mon lit. « Madame Martin, dit-il en me parlant comme si j'étais éveillée, je vais être franc. Ils ont été odieux, mais ils ont aussi eu des moments de sincérité. Ils sont terrifiés. » Je sentis sa présence plus nette que jamais. Il avait raison. La peur tournait autour d'eux comme un chien enragé. Peut-être que c'est là que quelque chose a lâché en moi, que j'ai cessé de me contenter d'être spectatrice de ma propre faim. Une onde étrange a parcouru mon corps, du fond de ma nuque jusqu'au bout de mes doigts. Ma main bougea, vraiment, plus un simple spasme, un mouvement, faible mais volontaire. Hélène, qui ajustait une perfusion, se figea. « Attendez », murmura-t-elle. Elle posa ses doigts sur les miens. « Madame Martin, si vous m'entendez, serrez ma main. » J'ai essayé, j'ai mis toute ma volonté dans ce geste simple que les gens font sans y penser. Ma main se referma à peine, comme un battement d'aile hésitant. Mais elle le sentit. « Elle répond, dit-elle, la voix vibrante. » Laura, qui était assise un peu plus loin, se leva d'un bond. « Quoi ? Elle se réveille ?» Marc se rapprocha blême. « Maman ?» Ma poitrine se souleva plus fort, mes poumons brûlaient, ma gorge semblait tapissée de papier de verre. Mais je voulais sortir, je voulais parler. J'ai tout entendu. Ces mots tournaient dans ma tête comme une urgence absolue. Les machines accéléraient. Bip, bip, bip. Le médecin accourut, suivi par une interne. On m'ausculta, on m'appela, on me parla. « Madame Martin, ouvrez les yeux !» L'ordre flottait au-dessus de moi, simple, presque ridicule. J'ai rassemblé toute l'énergie qui me restait. Les paupières se sont soulevées d'1 millimètre, puis de 2. La lumière m'a frappé de plein fouet. Le plafond blanc, les néons, les rails pour les perfusions, puis leur visage. Laura, les yeux écarquillés, mascara coulé, main devant la bouche. Marc, livide, figé, comme un enfant qui vient de casser quelque chose d'important. Hélène, les yeux brillants de larmes retenues, un sourire tremblant accroché au visage. Brenner, un peu en retrait, plus ému qu'il ne voulait le montrer. « Bonjour », souffla Hélène. Je pris une inspiration. C'était comme m'avaler des cailloux. Mais ma voix sortit, rauque, faible, mais bien réelle. J'ai tout entendu. Le temps s'arrêta. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les cris de ces derniers jours. Laura recula comme si on l'avait frappée. « Maman !» Marc chercha ses mots. « On ne voulait pas. » Je tournai la tête vers lui. Le mouvement me donna la nausée, mais je le fis quand même. « Vous ne vouliez pas que je vive ou que je vous entende ?» Ma voix était basse, mais tranchante. Chaque syllabe coûtait, mais chacune tombait avec le poids de toutes celles que je n'avais pas prononcées depuis trop longtemps. Ils restèrent sans voix. Pour la première fois depuis mon arrivée à l'hôpital, ce n'était pas faute de savoir quoi dire. C'était faute de pouvoir nier. « Maman !» sanglota Laura, « on était perdus !» « Vous étiez surtout très occupée à compter, murmurai-je. Je fermai un instant les yeux, seulement pour reprendre des forces, pas pour fuir. « J'ai entendu, repris-je, quand tu as dit que si je me réveillais, je changerais encore le testament. Comme si c'était ça l'urgence. » Laura porta une main à sa bouche. «
Et toi, Marc, dis-je en tournant la tête de son côté, j'ai entendu quand tu as parlé de mettre de l'ordre avant que je parte, comme si j'étais déjà partie. Il se mordit la lèvre si fort qu'un peu de sang affleura. On ne pensait pas que... J'entendais, achevai-je. Une petite colère froide se propageait en moi, mais plus que la colère, c'était un besoin de mettre des mots sur tout ce qui avait été tu. Le pire, continuai-je, ce n'est même pas ce que vous avez dit, c'est que vous l'avez dit, astérisque, ici astérisque. Je laissai ma main lourde retomber sur le drap. À mon chevet, sous mon nez, comme si j'étais déjà morte, je vis la honte traverser leur visage comme une ombre. Hélène me serrait toujours la main, discrètement, comme pour me rappeler que j'étais encore accrochée au monde. Je pris une autre inspiration. « Vous voulez savoir pourquoi j'ai changé mon testament ?» demandai-je. Le mot flotta dans l'air, attirant leur attention comme un aimant. Bien sûr qu'ils voulaient savoir. « Parce que je me suis lassée, dis-je simplement. »« Lassée de quoi ?» murmura Marc. « De n'être pour vous qu'un portefeuille avec un tablier et une maison, répondis-je. Les mots étaient durs, ils l'étaient aussi dans ma bouche. Mais ils étaient vrais. J'ai passé ma vie à vous donner, à vous aider, à vous rattraper. Et ces dernières années, chaque fois que je vous voyais, vous arriviez avec une demande, jamais avec du temps. » Laura secoua la tête en pleurant. « Ce n'est pas vrai. »« Vraiment ?» demandai-je. « Quand est-ce que tu es venue la dernière fois sans me demander de garder les filles ?» Elle ne répondit pas. « Et toi, Marc, quand est-ce que tu es venu sans parler de tes crédits, de tes projets, de tes investissements ?» Il gardait les yeux fixés sur le sol. « Vous avez le droit d'avoir une vie, repris-je, la voix un peu plus douce. Je ne vous reproche pas de courir, je vous reproche de ne jamais marcher à côté de moi. » Un silence plus long s'installa. Brenner se gratta la gorge, mal à l'aise. « Je crois qu'il est temps, dit-il, que je vous explique ce que votre mère a décidé, si elle en est d'accord, bien sûr. » Je hochai la tête, faiblement mais clairement. « Allez-y, soufflai-je. » Il ouvrit le dossier, sortit plusieurs feuilles. « Madame Martin a modifié la répartition de son patrimoine, commença-t-il. » Laura ferma les yeux, préparant sa douleur, comme on prépare un pansement qu'on sait qu'il faudra arracher. « Tout d'abord, poursuivit Brenner, elle n'a pas remis en question vos droits légaux. Vous restez ses héritières réservataires. » Un léger mouvement de soulagement se dessina sur leur visage. Mais, continua-t-il, elle a décidé d'attribuer la totalité de la quotité disponible à une tierce personne. Je sentis la main d'Hélène se crisper. « À qui ?» chuchota Marc, la gorge nouée. Je tournai la tête vers Hélène. « À celle qui était là quand vous n'y étiez pas, murmurai-je. Brenner compléta, formel, « À mademoiselle Hélène Schneider, votre infirmière et personne de confiance. » Laura eut un mouvement de recul. « Mais... » Marc ouvrit la bouche, prêt à exploser, mais aucun son n'en sortit. « Ce n'est pas pour la récompenser de soins que vous ne payez pas, repris-je. C'est pour lui dire que sa présence a compté, que tenir la main d'une vieille femme dans une chambre d'hôpital vaut parfois plus que tous les virements du monde. » Des larmes silencieuses coulaient sur les joues d'Hélène. « Je ne voulais rien, balbutia-t-elle. »« C'est pour ça que je te donne, répondis-je. » Je me tournai à nouveau vers mes enfants. « Et je n'ai pas retiré tout ce qui vous revenait, mais j'ai fixé des conditions. » Brenner hocha la tête. « En effet, dit-il, l'une des conditions est que, si votre mère juge que vous continuez à la traiter comme un poids ou comme un enjeu financier, elle me demandera de transférer une partie de ce qui vous était destiné vers des associations qu'elle a choisies. » Ils me regardèrent stupéfaits. « Des associations ?» répéta Laura. « Oui, dis-je, une pour les femmes isolées, une autre pour les bibliothèques de quartier. Elles m'ont donné plus de chaleur que vos calculs ces dernières années. » Je sentis ma voix faiblir. La fatigue me rattrapait. « Je ne vous raconte pas tout ça pour vous punir, ajoutai-je. Je marquai une pause, cherchant mes mots. « Je vous raconte ça pour que vous compreniez que ce que vous faites maintenant a un prix, pas seulement en euros, en mémoire. » Je fermai les yeux un moment. « Quand je ne serai plus là, ce qui restera de moi, ce sera ce que vous aurez fait dans cette chambre, les mots que vous aurez choisis, les silences aussi. Ce sera dans mes souvenirs à moi, mais aussi dans ceux des infirmières, du médecin, d'Adèle. » Laura se mit à hocher la tête, comme si elle voulait se convaincre. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Vraiment, je ne me suis pas rendu compte. » Marc se rapprocha du lit et prit ma main libre. Ses doigts tremblaient. « Moi aussi, dit-il. Je me suis laissé bouffer par mes soucis. J'ai oublié que tu étais plus qu'un filet de sécurité. » Je le regardais.
Est-ce que vous m'aimez pour ce que je peux encore vous donner ou pour ce que j'ai été pour vous demandai-je doucement. Ils ne répondirent pas tout de suite. Les larmes faisaient un barrage aux mots. Enfin, Laura murmura « Pour ce que tu es, même si on s'y est très mal pris pour te le montrer ». Marc hocha la tête, incapable de parler. J'inspirais profondément. « Alors, prouvons-le », dis-je. Ils me regardèrent surpris. « Comment » souffla Laura. « En commençant par autre chose que le testament », répondis-je. Je tournai mon regard vers Hélène. « Et toi, ajoutai-je, si tu acceptes ce que je te laisse, je veux que ce soit pour vivre un peu mieux, pas pour te ronger de culpabilité jusqu'à la fin de tes jours. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je ferai quelque chose de bien avec, promit-elle. » Je lui fis un petit signe de tête. « Voilà, dis-je en les regardant tous les trois, c'est ça ma dernière volonté réelle. Que l'argent ne vous défigure pas. Que vous ne vous souveniez pas de moi comme d'un coffre-fort à vider, mais comme d'une femme qui a essayé, comme elle a pu, de vous apprendre la valeur d'un geste gratuit. » Je sentais la fatigue gagner, mais c'était une fatigue différente, presque douce, celle d'un fardeau enfin posé. Laura posa sa tête sur le bord de mon lit. « On va venir, dit-elle, juste venir, sans demander. On va apprendre, ajouta Marc, la voix encore cassée, à être là même quand il n'y a rien à régler. » Je souris, pour de bon cette fois. « Eh bien, il était temps, murmurai-je. » Au loin, j'entendais un autre moniteur biper, des pas dans le couloir, la vie de l'hôpital qui continuait. Mon histoire n'intéressait personne d'autre que les quelques personnes présentes dans cette chambre. Et pourtant, pour moi, c'était tout. Je m'étais effondrée un matin dans ma cuisine de banlieue, seule avec mon café renversé. Je m'étais réveillée au milieu des contes, des peurs, des disputes. J'avais laissé mes enfants dévoiler ce qu'ils avaient de plus laid pour qu'enfin surgisse ce qu'ils avaient de plus vrai. Je m'étais assise, j'avais parlé. Je n'avais pas seulement récupéré ma voix, j'avais repris ma place. Pas celle de la mère qui paye, pas celle de la vieille dame avec un pavillon bien situé. Ma place de personne. Le reste, l'argent, la maison, les actes notariés, pouvaient continuer à tourner dans les mains de Brenner et du Code civil. Moi, j'avais ce que je voulais, le droit de dire qui j'étais et d'être enfin entendue par ceux qui, trop longtemps, n'avaient écouté que la sonnerie de leur propre calculatrice.